but d'informer et d'éduquer. Elle explore les aspects sombres et complexes du crime organisé au Québec à travers la vie de Maurice Mom Boucher. Les événements décrits sont basés sur des faits réels, mais cette vidéo ne cherche en aucun cas à glorifier ou à encourager des comportements criminels. Certaines scènes peuvent être choquantes. Nous conseillons aux spectateurs de faire preuve de discernement. Un homme. Une légende du crime. Un chef craint et respecté qui a transformé le Québec en zone de guerre. Son nom résonne encore dans les couloirs du crime organisé. Maurice Mom Boucher. Figure charismatique et impitoyable, il a bâti un empire criminel où la peur était une monnaie d'échange et la mort, une simple formalité. Dans les années 90, il prend la tête du chapitre des Hells Angels du Québec et lance une guerre sanglante contre ses rivaux, les Rock Machine. Une guerre qui laissera plus de 160 morts derrière elle. Assassinats ciblés, attentats à la bombe, corruption au plus haut niveau. La ville devient un champ de bataille et lui, un général sans pitié. Mais comment un gamin d'Hochelaga-Maisonneuve, un simple petit voleur de quartier, a-t-il gravi les échelons jusqu'à devenir l'homme le plus redouté du Québec? Et surtout, comment son empire a-t-il fini par s'effondrer sous le poids de son propre chaos? Bienvenue dans l'histoire de Maurice Mom Boucher, l'homme qui voulait régner sur le Québec. À la fin des années 90, le Québec est plongé dans la guerre de motards la plus sanglante de son histoire. Deux clans rivaux s'affrontent, les Hells Angels et les Rock Machine. L'enjeu, le contrôle absolu du trafic de drogue. Près de 160 morts, 300 blessés, des explosions en pleine rue. Maurice Mom Boucher veut asseoir la domination des Hells Angels à tout prix. Son mépris total pour la vie humaine choque même dans le milieu criminel. Passants, policiers, enfants, tout le monde devient une cible potentielle. Face à cette montée de violence, un regroupement fragile de gangs de rue et de clubs rivaux tente de résister, mais la police, déjà dépassée, se heurte à un autre problème, la corruption. Mensonges, trahison, infiltration. Pendant des années, les Hells Angels semblent intouchables, jusqu'au jour où tout bascule. Deux gardiens de prison sont assassinés. Un membre des Hells Angels brise l'omerta et devient informateur. L'empire de Maurice Boucher commence à vaciller. Mais pour comprendre comment un simple voleur de bas étage est devenu l'homme le plus redouté du Québec, il faut revenir à ses débuts, à son enfance marquée par la pauvreté, la violence et une ambition dévorante. Voici où tout a commencé. Kosapskal, une petite localité de 2000 âmes, connue pour sa pêche au saumon et ses paysages à couper le souffle, mais aussi, malgré elle, pour avoir vu naître l'un des criminels les plus redoutés du Canada, Maurice Mom Boucher. Né en 1953, Maurice Boucher grandit dans la pauvreté. Il est l'aîné d'une fratrie de 8 enfants. Son père, ferrailleur de métier, est un homme violent, alcoolique et imprévisible. Seule sa mère semble réellement veiller sur lui. Mais l'amour maternel ne suffit pas à compenser la misère. En 1955, quand Maurice a seulement 2 ans, la famille quitte la Gaspésie pour s'installer dans Hochelaga-Maisonneuve, un des quartiers les plus durs de Montréal. Dans ce quartier, la loi du plus fort règne. Ici, la violence est un mode de survie. Les enfants apprennent vite à se défendre ou à subir. Maurice, lui, observe et retient une leçon fondamentale. La peur est une arme, et celui qui inspire la peur contrôle. L'un de ses premiers modèles, André Desjardins, un mafieux local impitoyable qui contrôle les syndicats de la construction. Il incarne le pouvoir brut, la domination sans concession. Maurice comprend rapidement, l'intimidation et la force ouvrent toutes les portes. Mais l'école? Un échec cuisant. Indifférent, bagarreur, il est catalogué comme un élève ingérable. Il n'a qu'une certitude, son avenir ne se jouera pas sur les bancs d'école, mais dans les rues d'Hochelaga. À 14 ans, il commet ses premiers vols. Entre 14 et 18 ans, il est arrêté 6 fois. Cambriolage, recel, infraction mineure.
La police commence à bien le connaître. Il est envoyé à plusieurs reprises dans des centres de réhabilitation pour jeunes délinquants, mais rien n'y fait. En 1973, à 20 ans, il est arrêté pour vol à l'étalage. Ce n'est encore qu'une infraction mineure, mais une ligne a été franchie. Maurice Boucher est désormais un criminel adulte. Et surtout, il plonge dans la drogue. Plantes vertes, farine blanche, tic-tac. Il consomme tout ce qu'il trouve. Très vite, il doit vendre pour financer son propre usage. Son corps trinque, 2 hépatites, des crises de paranoïa. Mais ce n'est pas le pire. Les amphétamines nourrissent son agressivité. Il devient incontrôlable. Mais contre toute attente, un espoir semble renaître. Diane Leblanc, une fille du quartier, entre dans sa vie. Pour elle, il tente de reprendre le contrôle. Il arrête les drogues dures, trouve un emploi dans la construction. Il décroche ses cartes de compétences. Le travail est bien payé. Pour la première fois, il rêve d'une vie normale. Il se dit que c'est peut-être la sortie, le début d'un autre chemin. Il arrête même l'alcool. Mais en 1975, tout s'écroule. Les grèves paralysent le secteur. Mis à pied après seulement une semaine, il replonge. L'espoir d'une vie rangée disparaît en quelques jours. Il enchaîne les petits boulots, livreur, employé de commerce, mais rien ne dure. Son instabilité et sa consommation le rattrapent. Il recommence à dealer pour survivre. Son avenir s'obscurcit. Le 5 novembre 1975, c'est la descente aux enfers. Maurice Boucher et son complice Laurent David passent l'après-midi à boire. Complètement ivre, ils décident de braquer une petite boucherie de quartier. C'est un hold-up. Un coup de feu retentit, mais Maurice a mal visé. Il vient de s'effrayer lui-même. Panique, il attrape une hachette et menace les clients. Son complice vide la caisse. 138,39 $. Un butin misérable. L'amateurisme est total. Ils n'ont même pas pensé à un plan de fuite. En quelques minutes, les 2 hommes sont menottés, lourdement armés, mais ridicules. Le verdict tombe. 40 mois de prison pour vol à main armée. Cette fois, il a franchi un point de non-retour. Mais Maurice Boucher va trouver en prison ce qu'il n'a jamais eu. Une structure, un réseau et surtout, un véritable but. L'homme qui en ressortira ne sera plus jamais le même. Derrière les barreaux, il peut néanmoins compter sur Diane Leblanc. Elle l'attend, elle croit en lui. Elle jure qu'il ne replongera pas dans la criminalité. Après sa libération, Boucher semble enfin redresser sa vie. Il évite les ennuis. Son dossier judiciaire ne s'alourdit plus. Il trouve un emploi à l'usine Générale Électrique, dans l'est de Montréal, sur une chaîne de montage de réfrigérateurs. Un travail stable, une famille, un semblant de normalité. Mais Maurice Boucher n'est pas fait pour cette vie. En 1982, Boucher cherche une nouvelle identité. Il trouve sa place au sein d'un groupe de motards aux idéologies radicales, les SS. Les SS ne sont pas un simple club de bikers. C'est un gang nationaliste blanc, violemment opposé à l'immigration non blanche. Leur passe-temps favori, traquer et passer à tabac des immigrants. Mais l'idéologie n'est qu'une façade. Rapidement, le gang se tourne vers un commerce bien plus lucratif, la drogue. Un homme du nom de Normand introduit les SS dans le trafic de stupéfiants et Maurice Boucher se distingue vite par son absence totale de scrupules. Il est violent, impitoyable, on le respecte et on le craint. Le 27 août 1984, Maurice Boucher bascule dans l'indicible. Ce soir-là, une adolescente de 16 ans d'Hochelaga-Maisonneuve, Claudette, croise son chemin. Elle lui demande, ainsi qu'à un de ses amis, de l'accompagner à une épluchette de blé d'Inde à Sainte-Julienne. Mais cette soirée, qui aurait dû être une fête, se transforme en cauchemar. Boucher et son comparse s'intoxiquent à l'alcool et aux drogues. Tard dans la soirée, ils proposent à Claudette de les accompagner en voiture pour aller chercher de la bière. Elle accepte sans se douter de ce qui l'attend. Boucher sort du véhicule et lui ordonne de faire de même. Son complice, titubant, s'allonge sur le capot. La tension monte. Il lui crie des injures, la gifle, l'oblige à se déshabiller. Sous la menace d'un revolver, il tente de la contraindre à une fellation. La jeune fille s'exécute, tétanisée, mais Boucher est incapable d'avoir une érection. Frustré, il la frappe encore plus fort. Dans un excès de rage, il tire plusieurs balles en l'air et la menace de mort si elle parle. Si on te questionne, tu diras qu'on est allé manger au restaurant.
1 ou 2 jours plus tard, Claudette trouve la force de porter plainte à la Sûreté du Québec. Une enquête est ouverte, l'étau se resserre autour de Maurice Boucher. Lors de son arrestation le 1er septembre 1984, il tente de se justifier. Il prétend être armé parce qu'il fait l'objet de menaces de mort. Il refuse de donner plus de détails, mais la vérité est ailleurs. Son implication avec les SS, le trafic de drogue et maintenant l'horreur pure. Le 5 septembre 1984, à Joliette, le juge André Bilodeau tranche. Maurice Boucher plaide coupable et est condamné à 23 mois de prison pour agression sexuelle armée. Mais même derrière les barreaux, il continue à nier. Pour lui, ce n'est pas un crime sexuel. Ce n'est qu'une histoire d'arme à feu. Rien de plus. Lorsque Maurice Boucher sort de prison, il a changé. Plus question de se contenter d'un rôle d'exécutant. Il veut le pouvoir et il sait où il va le trouver. Le monde du crime organisé québécois ne le sait pas encore, mais une tempête approche. Lorsque Maurice Boucher sort de prison en 1986, Montréal n'est plus la même. Les guerres de gang ne sont plus de simples bagarres de bar. Le monde des motards hors la loi est en pleine mutation. Fini les petits trafics et les courses clandestines. Désormais, les Hells Angels sont une véritable machine criminelle, disciplinée, structurée, impitoyable. Mais une chose est claire, pour y entrer, il faut prouver qu'on en est digne. Et dans cet univers, la loyauté ne se mesure pas en paroles, mais en sang. L'année précédente, les Hells Angels ont fait le ménage dans leur propre rang. Plusieurs membres du chapitre de Laval, jugés trop imprévisibles et incontrôlables, sont exécutés sans pitié par leurs propres frères lors du massacre de Lennoxville. Officiellement, ces hommes étaient des indisciplinés, des consommateurs de drogue trop visibles qui mettaient en péril l'organisation. Officieusement, c'était une démonstration de force, un message clair. Personne n'est intouchable. Le monde criminel québécois est choqué. Certains parlent de trahison. D'autres, comme Salvatore Casetta, ancien allié des Hells Angels, refusent d'appartenir à une organisation qui élimine ses propres membres. Ils fondent alors un gang rival, les Rock Machine. Mais Maurice Boucher, lui, ne voit pas un scandale, il voit une opportunité. Avant de pouvoir frapper à la porte des Hells Angels, Boucher s'était forgé une réputation au sein des SS. Un groupe violent, radical, mais encore trop petit à son goût. Très vite, il comprend que s'il veut atteindre le sommet, il doit viser plus haut. En 1986, il se rapproche des Hells Angels de Montréal. Il n'est pas encore un des leurs, mais il observe, il apprend. Son nom commence à circuler. Il est brutal, discipliné et surtout, il n'a peur de rien. Mais pour devenir un membre à part entière, il faut plus que de la réputation. Il faut du sang sur les mains. Selon la rumeur, Boucher passe son test le 1er mai 1987 en participant à l'assassinat de Martin Huneau, un motard rival des Dead Riders. Quelques heures plus tard, il obtient son patch officiel et devient un Hells Angels à part entière. Désormais, il fait partie de l'élite criminelle, mais il ne compte pas s'arrêter là. Quelques mois plus tard, un événement inattendu bouleverse la hiérarchie des Hells Angels. Michel Langlois, leur président national, fuit au Maroc après un mandat d'arrêt lié au massacre de Lennoxville. Un vide de pouvoir se crée. Boucher comprend que c'est sa chance. Grâce à son intelligence stratégique et à son absence totale de scrupules, il grimpe rapidement les échelons. En 1987, il devient président du chapitre Montréal-Sud. Un an plus tard, Walter Stadnick, le nouvel homme fort des Hells Angels au Canada, le nomme son lieutenant pour le Québec. En quelques années, il est passé d'un simple exécutant à un leader respecté et redouté. Mais pour Boucher, la vraie mission commence maintenant. Son objectif est simple, transformer les Hells Angels en un empire criminel sans rival au Québec. Et pour cela, il doit éliminer toute concurrence. Il adopte une stratégie efficace, l'intégration forcée. Les petits clubs de motards reçoivent une offre claire, rejoindre les Hells Angels ou disparaître. Certains refusent, comme les Outlaws, un club qui tente de s'opposer à son expansion. En 1989, Boucher leur envoie un avertissement violent. Une explosion détruit leurs repères. Le message est reçu.
Certains Outlaws quittent définitivement le Québec, alors que d'autres ont été absorbés par les Hells Angels. Mais Boucher sait que pour contrôler le marché de la drogue, il a besoin d'un allié puissant. Il le trouve en la mafia montréalaise. L'accord est simple. Les Italiens ont les contacts internationaux et la protection politique. Les Hells Angels ont la force brute. Grâce à cette alliance, Boucher et les Hells Angels s'emparent du marché québécois. En quelques années, les profits explosent. L'argent coule à flot. Boucher vit désormais comme un véritable parrain. Mais il reste un problème. Les Rock Machine, dirigés par son ancien allié Salvatore Casetta, ne comptent pas se laisser faire. Ils contrôlent un vaste réseau d'établissements à Montréal, bars, boîtes de nuit, trafic clandestin. Boucher sait qu'une confrontation directe serait risquée. Les Rock Machine ont des liens solides avec la mafia. Une attaque frontale pourrait déclencher un conflit aux proportions incontrôlables. Pour l'instant, il doit patienter. Mais la guerre est inévitable. Le Québec ne le sait pas encore, mais il est sur le point de vivre la guerre des motards la plus sanglante de son histoire. « 1994. Un coup de théâtre bouleverse le crime organisé québécois. Salvatore Casetta est arrêté avec 440 kilos de cocaïne. Son gang, privé de leader, vacille. Boucher y voit une occasion unique. Les Hells Angels passent immédiatement à l'action. Le but, s'emparer des territoires des Rock Machine avant qu'ils ne puissent se réorganiser. Les dealers indépendants et les propriétaires de bars reçoivent un message clair. Rejoignez-nous ou regardez votre commerce partir en fumée. Certains se soumettent. Ceux qui résistent voient leur maison incendiée, leurs proches menacés. Peu à peu, Boucher étend son emprise sur Montréal. Les rues de Montréal sont devenues un champ de bataille. Maurice Mom Boucher et les Hells Angels imposent leurs lois. Extorsion, assassinat, attentat. Leur domination semble sans limite. Mais un groupe refuse de plier, les Rock Machine. Fondés par Salvatore Casetta, les Rock Machine bénéficient d'alliances solides avec la mafia italienne et les cartels colombiens. Contrairement aux Hells Angels, qui cherchent un contrôle total, ils préfèrent un partage du marché. Mais pour Boucher, cette neutralité est inacceptable. Sans Casetta, ils cherchent des alliés. Ils s'unissent au clan Pelletier et au Dark Circle, deux factions influentes du crime montréalais. Le 13 juillet 1994, tout bascule. Un membre des Hells Angels est abattu par les Rock Machine. Pour Boucher, c'est une déclaration de guerre. La riposte sera immédiate et d'une brutalité inédite. Boucher frappe un grand coup. Sylvain Pelletier, l'un des cerveaux de l'Alliance anti-Hells, est neutralisé. Avec Pelletier hors du jeu, les Rock Machine vacillent. Boucher sent qu'il s'affaiblisse et pousse son avantage. À la fin de 1994, le nombre de morts atteint des sommets. Les forces de l'ordre sont dépassées. Pourquoi? Parce que les Hells Angels et les Rock Machine sont impossibles à infiltrer. La structure hiérarchique des clubs est hermétique. Un agent infiltré mettrait des années à gravir les échelons avant d'obtenir des informations cruciales. Impossible pour la police d'agir rapidement. Ben, au niveau de l'infiltration, on parle des agents doubles. Les agents doubles ne peuvent pas s'infiltrer. Il faut oublier ça complètement. Ben oui, parce qu'ils seraient obligés de commettre des crimes. Pendant 8 ans, le Québec devient un champ de bataille criminel. Plus de 160 personnes sont assassinées. Les attaques se multiplient. Voitures piégées, embuscades en pleine rue, fusillades à la Kalachnikov. Le message est clair, un seul gang survivra. Les Hells Angels n'ont aucune limite. Ils ne se contentent pas de viser les Rock Machine. Ils frappent les proches, les familles, les civils pour envoyer un message de terreur. En 1995, cette escalade atteint un point de non-retour. Le 9 août 1995, une voiture piégée explose près d'une école à Montréal. La cible, un membre des Rock Machine. Mais la déflagration blesse mortellement Daniel Desrochers, un garçon de 11 ans. 4 jours plus tard, il succombe à ses blessures. C'est un choc national. Jusque-là, cette guerre semblait limitée aux criminels. Mais cette fois, c'est un enfant qui meurt. Les médias s'enflamment. L'opinion publique est révoltée. Même certains motards commencent à douter. Quand arrive le début de l'année, je trouve que j'y pense à Daniel. Tu sais,
que lui, il n'a pas pu continuer. Pierrette Huard a enseigné à Daniel Desrochers. L'attentat à la voiture piégée a eu lieu devant l'école du quartier. C'est un petit garçon, dont je garde un super bon souvenir, disons que en classe, il écoutait, il était responsable. Mais Boucher ne ralentit pas. Il voit cette guerre comme un mal nécessaire. Il est plus déterminé que jamais à annihiler ses ennemis. En janvier 1995, Boucher avait créé une unité d'élite, les Nomades, un groupe restreint, sans attache géographique, réunissant les motards les plus redoutés des Hells Angels. Leur mission, mener une offensive totale contre les Rock Machine et tous leurs alliés. Avec les Nomades, Boucher orchestre une guerre d'anéantissement. Il s'attaque aux fournisseurs des Rock Machine, terrorise les revendeurs, incendie les bars affiliés. Les chefs de gangs indépendants doivent choisir, se soumettre ou mourir. Et les profits explosent. Boucher est au sommet de son pouvoir. Il contrôle le marché de la drogue au Québec. Même la mafia italienne doit traiter avec lui. Il est intouchable. Du moins, c'est ce qu'il croit. Au sommet de son règne, Maurice Boucher a atteint ce que peu de criminels québécois ont réussi avant lui, devenir une figure intouchable du crime organisé. Son chapitre des Hells Angels, les Nomades, est une machine de guerre redoutable. Trafic de drogue, extorsion, intimidation, tout passe entre leurs mains. Et les chiffres donnent le vertige. Entre le 10 novembre et le 19 décembre 2000, en seulement 6 semaines, les Hells Angels écouleront 1916 kilos de farine blanche et empocheront plus de 8 millions de dollars. Leur domination est totale. Mais plus un empire grandit, plus il attire l'attention et plus la paranoïa s'installe. Boucher le sait, la police s'approche. Et ce qui l'obsède, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Il est convaincu qu'un traître se cache parmi ses hommes. Quelqu'un parle. Alors il met en place une stratégie radicale pour tester la loyauté de ces hommes, leur faire commettre des crimes si graves qu'ils n'auront d'autre choix que de se taire à jamais. Un pacte de sang, où la seule sortie possible est la mort ou la prison. Mais pour protéger son empire, Boucher ne compte pas seulement sur la discipline de ses hommes. Il veut aller plus loin, frapper là où personne n'a jamais osé frapper, le système judiciaire lui-même. Son plan est d'une audace inouïe, éliminer ceux qui incarnent la justice. Juges, procureurs, policiers, gardiens de prison. Tous deviennent des cibles potentielles. Pour Boucher, il ne s'agit pas seulement d'intimider. Il veut paralyser le système, semer la terreur, envoyer un message clair. Personne n'est intouchable. Dans l'univers des Hells Angels, tuer pour le club est une forme de consécration. Les assassins les plus redoutés portent des distinctions spéciales sur leur veste. ZZ, Filthy Few, 666. Ces insignes sont une preuve de leur fidélité, un passeport vers les plus hauts rangs de l'organisation. Mais pour rejoindre l'élite des Nomades, il faut accomplir l'impensable. Ce test ultime va précipiter la chute de Maurice Boucher. Le 26 juin 1997, Diane Lavigne, agente correctionnelle, termine son quart de travail. Elle ne sait pas qu'elle a été désignée comme cible. Sur l'autoroute 15, une moto se rapproche dangereusement de son véhicule. À son bord, 2 hommes, André Tousignan, le conducteur, et Stéphane Godas-Gagné, l'exécutant. 2 coups de feu. Diane Lavigne s'effondre sur son volant. Elle meurt sur le coup. Là, rendu sur l'autoroute, Touts m'a fait signe. T'es-tu prête? J'ai checké s'il y avait de la police. C'était beau. J'ai donné la claque. J'ai sorti le revolver. Quand il est arrivé à hauteur de la vitre, je me suis mis à tirer. Il a déclenché, puis après ça, j'ai tombé le morceau sur l'autoroute. Mais Boucher n'a pas fini. Il veut que son message soit entendu haut et fort. Le 8 septembre 1997, il ordonne une nouvelle attaque. Cette fois, les hommes de Boucher ciblent un autobus transportant des gardiens de prison. Pierre Rondeau, l'un des gardiens, est abattu de plusieurs balles. Son collègue, Robert Corriveau, est blessé mais survit. Paul Fontaine, il a pris devant, en avant de moi. Il a sorti son morceau. Moi, j'ai sorti le mien. Lui, il a ouvert le feu. J'étais rendu une main sur le hood pour pouvoir grimper sur le hood. Puis l'arme s'est enrayée parce que moi, c'est un semi-automatique. C'est un gun que tu crains qui est en avant, en arrière.
Le Québec est sous le choc. Les autorités comprennent que les Hells Angels ont franchi un cap. Cette fois, c'est une guerre ouverte contre l'État. Mais c'est ici que l'empire de Boucher commence à vaciller. Stéphane Gagné, l'homme qui a tiré sur Diane Lavigne et Pierre Rondeau, est arrêté. Face à la perspective de passer le reste de sa vie en prison, il prend une décision que Boucher n'avait pas anticipée. Son témoignage est un coup fatal pour Boucher. Il révèle tout: les ordres d'exécution, la hiérarchie des Hells Angels, la corruption, le trafic de drogue. Les gardiens de prison. Pourquoi t'as fait ça? Dis-moi pourquoi t'as fait ça? Donne-moi raison. J'ai pris que ça prend un peu plus fort dans ton cas. OK? Regarde le comportement avec ça. Ça, c'est ton comportement avec ça. Tu ça, j'ai rien à dire. Comprends-tu? J'ai rien à dire, puis rien à dire, puis je veux parler. Je veux que tu me crées en cellule. Tu vas y aller l'autre en cellule. Je m'en calisse, puis je vais sortir de tout dans 2 ans, puis je vais dire Yahoo, ton trompé, c'est pas moi. Yahoo, j'ai tué les gardiens de prison. Yahoo, c'est moi le tueur des gardiens de prison. Yahoo, c'est moi cette femme, Godasse Gagné, qui voulait avoir des pages de Los Angeles, qui est allé jusqu'à tuer des gardiens de prison. J'ai opéré un petit business de l'autre, tranquille. Il a tué des gardiens de prison. Ta vie vient de basculer aujourd'hui. Puis si tu penses que tu vas dehors dans 2 ans, c'est qui qui a tiré? C'est moi qui ai tiré. André était où à ce moment-là? Quand l'autobus est arrivé, on a fait traverser la rue. J'ai ouvert le feu. Mon gun est enrayé. Fait que là, j'ai désenrayé le gun. Pas content de monter sur le haut. J'ai abattu la victime. Moi, je suis allé sur le côté d'autre que le chevaux. Et vite, je s'ouvre la porte. J'ai vidé mon chargeur, là. On s'est en allé. Pour la première fois, la justice a une arme puissante contre le chef des nomades. Ce qui suit est une descente aux enfers. L'homme qui régnait sur le Québec par la peur va bientôt devoir affronter la justice. Après des années à observer l'ascension de Maurice Mom-Boucher, la police québécoise décide qu'il est temps de frapper fort. L'opération ARM est lancée. Une offensive massive destinée à briser l'empire des Hells Angels. À la tête de cette riposte, le commandant Buard. Son objectif est clair: démanteler le réseau des Hells Angels et neutraliser leur principale source de revenus. Ce soir-là, des descentes frappent dans leurs bars, leurs repères clandestins et même leurs luxueuses résidences. Les policiers font irruption dans leur sanctuaire, les arrêtant en plein festin, en pleine transaction. En quelques heures, l'opération est un succès retentissant. 60 armes à feu illicites, 2,5 millions de dollars en cocaïne et une vague d'arrestations. Le coup est sévère pour les Hells Angels, mais ce n'est qu'un début. Parmi les captifs, un baron de la drogue péruvien. Pour échapper à une lourde sentence, il décide de parler. Et ce qu'il révèle va sceller le destin de Maurice Boucher. Il donne un nom: Stéphane Godasse Gagné, l'homme qui a abattu Diane Lavigne et Pierre Rondeau. Et surtout, il révèle qu'il a agi sous les ordres directs de Maurice Boucher. Pour la première fois, la justice détient une preuve directe contre le chef des Hells Angels. Le début de la fin est enclenché. Le 18 décembre 1997, après des mois d'enquête et grâce aux révélations de Stéphane Gagné, la police passe enfin à l'action. Maurice Mom-Boucher est arrêté et inculpé pour le meurtre des gardiens de prison Diane Lavigne et Pierre Rondeau. C'est un coup majeur porté contre l'organisation des Hells Angels. Boucher, l'homme le plus puissant du crime organisé québécois, se retrouve derrière les barreaux. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que son premier procès va devenir l'un des plus grands scandales judiciaires de l'histoire du pays. Dès le début du procès en 1998, la pression est palpable. Dans la salle, les Hells Angels sont présents en force. Ils occupent les premiers rangs, scrutant les jurés d'un regard insistant. Leur objectif est clair: faire peser une menace implicite sur le verdict. Mais ce n'est pas tout.
le juge Jean-Guy Boilard, chargé de présider le procès, prend des décisions qui vont bouleverser l'issue du jugement. Plusieurs éléments de preuve cruciaux sont rejetés, notamment des écoutes électroniques qui établissent des liens directs entre Boucher et les assassinats. L'intimidation du jury, la pression des motards et les failles judiciaires mènent à un verdict inattendu. Le jury déclare Maurice Boucher non coupable. C'est un séisme. L'homme le plus redouté du Québec vient d'échapper à la justice. À sa sortie du palais de justice, entouré de ses hommes, Boucher est acclamé comme une véritable rockstar. Le verdict provoque une indignation nationale. La population est outrée. La presse s'enflamme. Comment un chef criminel aussi dangereux a-t-il pu être acquitté? La réponse est simple. Le système judiciaire n'était pas prêt à affronter un empire comme celui des Hells Angels. Mais ce n'est pas terminé. L'histoire de Maurice Boucher est loin d'être finie. Et sa chute, bien que retardée, est inévitable. Maurice Mom Boucher n'est pas seulement un criminel. Après son acquittement retentissant en 1998, il devient une véritable icône populaire. Un paradoxe troublant. Comment un chef de gang, responsable de meurtres et de trafic de tout genre, peut-il être adulé par une partie du public québécois? La scène est surréaliste. Lors d'un match de boxe au centre Molson, quelques jours après son acquittement, Maurice Boucher fait une apparition remarquée. Dès qu'il entre dans la salle, le public explose en ovation. Comme une rockstar, il traverse l'arène sous les acclamations. Pour certains, c'est un héros rebelle, un homme qui a défié le système et en est ressorti vainqueur. Les sondages sont formels. En 1998, Maurice Boucher est l'une des figures les plus populaires du Québec. Plus connu que certains politiciens et artistes, il fascine autant qu'il terrifie. Et il le sait, il en joue. Boucher est régulièrement vu en compagnie de célébrités. Il pose avec Ginette Renault, Jean-Pierre Ferland et même l'ancien premier ministre du Québec, Robert Bourassa. À chaque apparition, il renforce son image publique. Il ne se cache pas, il s'exhibe. Maurice Boucher est arrivé avec sa gang, puis, tu sais, je veux dire, là, le gros questionnement, c'est on le laisse-tu rentrer, puis le producteur dit, ben c'est parce qu'il n'est pas accusé de rien. Fait qu'il laisse rentrer, puis là, Mommy s'assoit. Fait que, on part le show, puis là, je me souviens, c'est Alain Choquette, le premier qui a le courage de faire une joke de Hells. Et là, toute la salle se retourne puis regarde Mom Boucher. Il n'y a pas un rire. Et là, Mom se met à rire. Fait que là, ça dédouane. Tout le monde, ça dédouane. Là, tout le monde se met à rire. Les Hells Angels et les Rock Machines sont déstabilisés et affaiblis selon Carcajou. En tout cas, c'est pas moi qui va le dire. Le problème, c'est que tous les humoristes, c'est des animaux, là. Les Hells Angels ne ratent jamais une occasion de se montrer aux côtés de figures publiques. Pat Burns, José Théodore et bien d'autres ont été photographiés avec des membres du gang. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Une manière subtile de normaliser leur présence, d'effacer leur image criminelle au profit de celle d'un groupe influent et respecté. Mais derrière cette mise en scène, la réalité est bien différente. La guerre des motards continue. La violence ne s'arrête pas. Et malgré sa popularité, Boucher sait qu'il est dans la ligne de mire des autorités et que son heure viendra. La guerre entre les Hells Angels et les Rock Machines ne passe pas inaperçue. Fusillades en pleine rue, attentats à la bombe, règlements de comptes brutaux. En quelques années, Montréal est devenue une zone de guerre. Mais cette guerre ne met pas seulement en péril la population. Elle menace aussi un équilibre bien plus large, celui du crime organisé. Contrairement aux États-Unis, le Canada ne dispose pas d'une loi équivalente au RICO Act, cette législation qui permet de frapper les organisations criminelles à la racine en les traitant comme des entités responsables de leurs crimes collectifs. Sans cette loi, la mafia italienne a toujours su naviguer discrètement, évitant les coups de filet massifs. Mais la guerre des motards change tout. Elle attire trop l'attention. Chaque explosion, chaque assassinat pousse les autorités à intensifier leur surveillance. Et la mafia montréalaise voit cela d'un très mauvais œil. Si le gouvernement canadien décide de durcir ses lois contre le crime organisé, leurs affaires seront en danger. Les hauts gradés de la mafia en ont assez. Des pressions sont exercées sur les deux camps. Il faut que cette guerre cesse. Et Boucher, aussi puissant soit-il, ne peut ignorer un tel avertissement.
Le 8 octobre 2000, sous l'œil des caméras, un événement improbable se produit. Maurice Boucher et un représentant des Rock Machines se rencontrent dans un restaurant de Montréal. Une médiatisation excessive, orchestrée avec soin. Un geste de paix ou une mise en scène? La mafia veut calmer le jeu, mais elle sait que les Hells Angels ne comptent pas abandonner leur domination. La paix ne sera que temporaire. Le message de la mafia est clair. La guerre doit cesser. Mais Boucher, habitué à défier l'autorité, acceptera-t-il de plier face à un autre pouvoir criminel? Maurice Mom Boucher pensait être intouchable. Acquitté en 1998 pour les meurtres des gardiens de prison, il sortait du palais de justice en héros, acclamé par une foule en délire. Mais la justice n'a pas dit son dernier mot. Derrière les portes closes, l'État prépare sa riposte. Le 10 octobre 2000, un verdict retentit comme un coup de tonnerre. L'acquittement de Maurice Boucher est annulé. La justice ordonne un nouveau procès. La raison? Manipulation flagrante du jury, pression sur les témoins et influence du juge en faveur de la défense. Cette fois, les autorités sont bien décidées à ne pas laisser d'échappatoire à Boucher. Maître France Charbonneau, procureur de la Couronne, dévoile la stratégie de Boucher, faire peur aux jurés pour qu'ils n'osent pas le condamner. L'image de gangster en veste aux couleurs des Hells Angels, assis au premier rang du tribunal, fixant les jurés du regard, c'était une mise en scène calculée, et ça ne se reproduira pas. Mais la justice ne compte pas s'arrêter là. Le gouvernement lance une offensive historique, Opération Printemps 2001. C'est la plus grande opération policière anti-gang de l'histoire du Canada. L'objectif est clair, démanteler l'empire de Boucher et neutraliser les Hells Angels une bonne fois pour toutes. À l'aube du 28 mars 2001, plus de 1200 policiers frappent simultanément dans tout le Québec. Plus de 100 membres et associés des Hells Angels sont arrêtés. L'organisation est décapitée. Et au cœur de cette tempête judiciaire, Maurice Boucher. Cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire. La chute de Maurice Boucher est en marche. Cette fois, Maurice Mom Boucher ne peut plus manipuler le système. Après des années de violence, d'intimidation et de corruption, son règne touche à sa fin. Le procès de 2002 sera son dernier combat. L'arme fatale de l'accusation, Stéphane Godas-Gagné. Ancien homme de main de Boucher, il a participé à l'assassinat des gardiens de prison. Mais face à la perspective de la perpétuité, il décide de tout révéler. C'est Boucher qui a tout ordonné. Il voulait prouver qu'il était au-dessus des lois. Il nous a dit qu'on devait tuer un gardien, n'importe lequel, pour envoyer un message. Mais cette fois, les autorités ne prendront aucun risque. Le jury est protégé comme jamais auparavant. Anonymat total, surveillance constante, interdiction aux motards d'assister aux audiences. Plus question de revivre l'intimidation du premier procès. Le 5 mai 2002, le verdict tombe. Coupable de meurtre au premier degré. La sentence est sans appel. Perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Un coup fatal pour le chef des Hells Angels. Le plus puissant chef de gang du Québec vient de tomber. Mais même derrière les barreaux, son influence n'a pas dit son dernier mot. La chute de Maurice Mom Boucher est un séisme dans le monde criminel. Condamné à perpétuité, il est désormais enfermé dans une cellule sous surveillance maximale. Mais au-delà de son sort personnel, c'est tout l'équilibre du crime organisé qui vacille. Les Hells Angels, autrefois unifiés sous son règne, commencent à se désolidariser. En Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta. Les chapitres des autres provinces prennent leur distance. Un porte-parole des Hells de Toronto déclare « Ce qui s'est passé au Québec, c'est leur problème. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. » Boucher n'est plus un fardeau. Son arrogance, ses crimes trop visibles, son culte de la violence ont mis trop de pression sur l'organisation. En 2003, il est officiellement exclu des Hells Angels. Mais son héritage va bien au-delà de son exclusion. En 2002, en réponse aux ravages causés par la guerre des motards, le gouvernement fédéral adopte la loi anti-gang C-24. Cette loi révolutionnaire donne aux autorités de nouveaux pouvoirs. Facilitation des arrestations pour appartenance à un gang criminel, confiscation des biens liés au crime organisé, protection accrue des témoins. Grâce à cette loi, les autorités frappent fort. En seulement quelques années, des dizaines de membres influents des Hells Angels tombent.
Le crime organisé au Québec ne sera plus jamais le même. Maurice Boucher, autrefois intouchable, est maintenant un prisonnier parmi d'autres. Mais même derrière les barreaux, il refuse de disparaître. Emprisonné à perpétuité, Maurice Boucher n'est plus le roi du crime organisé. Mais s'il est tombé de son piédestal, il n'a pas dit son dernier mot. Derrière les barreaux, il tente de conserver son influence, à n'importe quel prix. Mais la prison est un monde impitoyable. Boucher y est vu comme une cible. Il fait face à plusieurs tentatives d'assassinat, la plus marquante en 2010, lorsqu'un détenu tente de le poignarder. Il survit de justesse, protégé par d'autres prisonniers. Malgré ces attaques, il continue d'exercer une certaine autorité au sein des murs. Les autorités le savent, même en isolement, Boucher reste dangereux. Il continue de gérer des affaires criminelles par l'intermédiaire de visiteurs et de messages codés. Et en 2015, une affaire éclate, prouvant qu'il n'a rien perdu de son instinct meurtrier. Sa propre fille, Alexandra Mongeau, devient son intermédiaire. Elle transmet ses ordres à l'extérieur, collectant chaque semaine entre 100 000 et 160 000 $ auprès de trafiquants. Mais Boucher ne veut pas seulement continuer à s'enrichir, il veut éliminer un rival. L'homme visé, Rénald Desjardins, un influent mafieux proche du clan Rizzuto. Depuis sa cellule, Boucher orchestre son assassinat, utilisant sa propre fille pour transmettre ses directives. Mais la Sûreté du Québec surveille chacun de ses mouvements. Les enquêteurs interceptent des communications cryptées, accumulent les preuves et démantèlent le complot avant qu'il ne soit exécuté. Cette fois, Boucher ne peut plus échapper à la justice. En 2018, il est condamné à 10 ans de prison supplémentaire pour complot en vue de commettre un meurtre. Sa date de libération conditionnelle est repoussée à 2037. Même dans l'univers carcéral, son emprise sur le crime organisé lui coûte cher. Mais le destin de Maurice Boucher est sur le point de basculer une dernière fois. Après des décennies passées à régner sur le crime organisé québécois, Maurice Boucher fait face à un ennemi qu'il ne peut pas éliminer, la maladie. Enfermé dans le pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, il est rattrapé par le temps. En 2015, les médecins lui diagnostiquent un cancer de la gorge. Au début, Boucher refuse tout traitement. Il continue de s'accrocher à son image de dur à cuire, préférant la douleur au compromis. Mais au fil des années, la maladie progresse, sa voix s'affaiblit, son corps s'épuise. Les années de violence, d'excès et d'incarcération l'ont usé. En 2022, son état devient critique. Finalement, il est transféré en soins palliatifs. Ces dernières semaines sont celles d'un homme autrefois redouté, aujourd'hui réduit à un patient condamné. Il n'y a plus de motard pour le protéger, plus de fortune pour le sauver. Le 10 juillet 2022, Maurice Boucher s'éteint à l'âge de 69 ans. Son règne est définitivement terminé. La mort de Maurice Boucher ne signifie pas seulement la fin d'un homme, mais celle d'une époque. Un règne de violence, de terreur et d'arrogance qui a marqué à jamais l'histoire criminelle du Québec. Mais si Boucher disparaît, les Hells Angels, eux, survivent. Loin de l'image brutale et médiatique qu'il entretenait, le club adopte une nouvelle stratégie, celle de la discrétion. Les dirigeants restants savent que l'ère des chefs flamboyants est révolue. Désormais, l'argent prime sur la notoriété. L'organisation se recentre sur ses activités, trafic de drogue, extorsion, blanchiment d'argent. Mais elle évite les erreurs du passé. Plus de guerre ouverte, plus de confrontation directe avec la mafia ou la police. Une nouvelle génération prend le relais, opérant dans l'ombre. Pourtant, même après sa mort, Boucher continue de fasciner. Livres, documentaires, émissions spéciales. Son nom reste gravé dans l'histoire du crime organisé canadien. Mais pour ceux qui l'ont connu, une chose est claire, l'ère Maurice Boucher est terminée. Le crime organisé a toujours su s'adapter. Moins visible, plus structuré, les Hells Angels continuent d'exploiter les failles du système judiciaire. Certains se demandent, ont-ils des liens avec des figures politiques, des institutions policières? Ont-ils infiltré des réseaux d'influence qui les protègent encore aujourd'hui? Ce qui est certain, c'est que le règne de Maurice Boucher a profondément changé la perception du crime organisé au Québec.
il a forcé le gouvernement à réagir, mais il a aussi révélé à quel point l'influence des Hells Angels pouvait s'étendre bien au-delà des frontières de la criminalité. Ironiquement, Maurice Boucher, par sa soif de domination et son arrogance face au système judiciaire, a précipité un durcissement des lois qui ont contribué à affaiblir les Hells Angels eux-mêmes. Ce qu'il voyait comme une démonstration de force a fini par provoquer la riposte la plus massive de l'histoire canadienne contre le crime organisé. L'histoire de Maurice Mom Boucher est l'une des plus fascinantes et terrifiantes du crime organisé québécois. Un homme qui a défié la police, la justice et même la mafia. Son ascension fulgurante, son pouvoir absolu, puis sa chute brutale laissent une trace indélébile dans l'histoire criminelle du Canada. Mais au final, que reste-t-il de son règne? Une légende noire, un homme devenu un symbole autant de la puissance que de la folie d'un monde où seule la loi du plus fort règne. Et si l'histoire de Boucher s'est terminée en prison, celle des Hells Angels, elle, continue.